On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ces 12 journées d'action pour contrer la violence faite aux femmes, ce qui va culminer également vers une commémoration des victimes derrière le palais de justice dimanche prochain. Mais tout d'abord, elle est conseillère municipale depuis un an. Elle représente le secteur 80 et l'île Sainte-Thérèse. On parle entre autres du Boisé avec la conseillère Jessica Racine-Lehoux. Poursuivons notre tournée d'entrevue avec les conseillers et conseillères à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler principalement des enjeux de quartier. On est un an aussi après les élections, donc il y a aussi de nouveaux visages, de nouveaux élus. Ils sont encore nouveaux, ça fait un an. Donc, avec nous, Jessica Racine-Lehoux, conseillère à l'île Sainte-Thérèse au 80, district numéro 12. Bonjour et bienvenue. Bien, merci beaucoup. Bonjour aussi. Un an plus tard, oui. Êtes-vous encore rempli d'illusions et de naïveté? Bref, comment on se sent après un an? Je pourrais dire émerveillé par le professionnalisme, par l'agilité des équipes. Tout le monde a un petit peu la préconception que la ville, c'est immuable. Bien, moi, pour être de le voir de l'intérieur, je peux dire que ça bouge vite puis ça bouge bien. Qu'il y a beaucoup de gros dossiers en même temps, si on peut dire, dans le four, puis que tout va de front, tout va de l'avant. Alors, moi, j'oserais dire, pas naïf, mais dynamisé. Fidèle aux attentes que vous aviez avant d'entrer en fonction? Parce que parfois, on voit le rôle d'un élu d'une façon. Quand on y accède, des fois, on dit « Oh, finalement, c'est pas comme ça que je pensais que c'était. Mieux ou pire, peu importe. » Mais est-ce que ça correspond aux attentes que vous aviez? Oui, et j'oserais même dire que ça les a peut-être même un petit peu dépassés, parce que qu'est-ce que je voyais de l'externe, c'était le rôle qu'on voit de l'externe, soit le conseil de ville, la réponse aux citoyens, mais de l'interne, c'est l'implication dans les décisions au quotidien par les différents comités. Puis celle-là, je ne savais pas, et c'est inspirant. Puis, en tout cas, ça donne le goût d'aller plus loin aussi. Bon, district numéro 12, c'est la portion 80 et principalement l'île Sainte-Thérèse dans le secteur Saint-Luc. On le sait, à l'île Sainte-Thérèse, un des gros enjeux, c'est le fameux boisé de l'île, que tout le monde veut bien préserver, mais bon, à quel coût et dans quel délai? En date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de nouveau quant à ce secteur-là de l'île Sainte-Thérèse? Bien, je pourrais dire la principale caractéristique de ce boisé-là, c'est qu'il appartient à un privé. Ouais. Et puis, actuellement, on est dans un processus. Puis je pourrais dire, vous êtes peut-être le mieux placé pour savoir que des négociations, ça se va mieux en privé que sur la place publique. Fait que actuellement, je peux dire qu'il y a un processus qui est en marche, puis que les personnes concernées, soit la ville, soit aussi SOS Pinède, sont au courant des plus belles actualités. Mais de ce que je comprends, c'est que le souhait, c'est que la ville mette la patte sur ce terrain-là pour le bénéfice des citoyens et possiblement en faire un parc nature, mais à un coût raisonnable. Bien, pour l'instant, oui pour la Pinède, mais ça s'applique aussi à tous les autres terrains verts sur le territoire de la ville. Pourquoi il en reste si peu? C'est que chacun des terrains verts demande une attention particulière parce que chaque terrain actuellement est dans une situation qui n'est pas pareille à l'autre. Fait que est-ce que, je pourrais dire, lui en particulier, on est dans le processus dedans, puis toute l'attention qu'on peut y donner est mise. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, à ce moment-là, il y avait un enjeu parce que le propriétaire du terrain n'avait pas payé. En fait, il avait du retard dans ses paiements de taxes. Il y avait donc une procédure légale. Et finalement, à minuit moins une, il a décidé de payer ses taxes, si bien que la Ville n'a pas mis la main sur le terrain, ce qui aurait peut-être été plus simple à ce moment-là. Ce n'est pas le cas. Maintenant, mais il faut quand même aussi morceler pour expliquer aux citoyens, parce que quand on parle du boisé de la Pinède, il y a l'ancien camping, mais il y a aussi des terrains sur le bord de l'eau. Oui. Bien, ils ne sont pas tout à fait sur le bord de l'eau. C'est 4 terrains sur le bord de... Du canal, en fait, là. Bien, non, pas sur la rue Sainte-Thérèse, mais sur Baillargeon. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui est zoné quoi là-dedans? Oui, bien, il y a 6 terrains là-dedans. Il y a 6 terrains? Oui, il y a 6 morceaux dans le casse-tête, là, si on veut. Là. Il y a déjà un morceau qui est dans le fond du boisé où il y a déjà une espèce de zone humide où est-ce que le réservoir, la PAM, si on veut, il appartient déjà à la ville. OK. Fait que 1 sur 5 appartient à la ville. Les 5 autres? Les 5 autres. Il y a le gros terrain qui est l'ancien camping, puis il y a les 4 petits terrains qu'on parlait. Les 4 petits terrains donnent sur Baillargeon. Ces 4 petits terrains-là, ben, en fait, les 5, là, ils appartiennent tous au même propriétaire privé. Okay, mais ceux qui sont sur Baillargeon, ils sont zonés blancs? Oui. Donc, on pourrait les bâtir? Oui, puis ils sont lotissés en plus. La portion de l'ancien camping, lui, il est zoné quoi?
À toutes les fois qu'on creuse, en fait, il y a un historique. Il y a un historique, c'est ça, il y a un historique. Puis l'affaire, je pourrais dire, dans ce cas-là, c'est pas tant le zonage qu'il faut se poser la question, c'est plus qu'il n'est pas lotissé. Fait que c'est un gros terrain que si demain matin il veut construire, il faut qu'il lotisse, puis là, il l'est pas. OK. Et pour faire ça, il y a besoin de permission particulière. Exact. Fait que c'est l'enjeu le plus intéressant, il est là. Bon, il n'y avait pas un moratoire aussi? En fait, non. Il y avait, sur les 5 terrains, il y a lui qui appartient à la ville. Les 4 petits terrains, il y avait un avis de réserve. Et le gros terrain aussi, il y avait un avis de réserve. Sur le gros terrain, le dernier avis de réserve date de 2011, qui a été issu en 2013. Il y a eu 2 shots d'avis de réserve. Ouais. Sur la loi sur l'expropriation, on peut juste avoir 2 shots. La dernière shot sur le gros, c'est arrêté en 2013. Fait qu'entre 2013 et aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien. Mais en date d'aujourd'hui, ce propriétaire-là, il pourrait faire quoi là, en date d'aujourd'hui là, avec le zonage actuel? C'est les 4 terrains. Les 4 terrains qu'il peut développer. Sinon, le reste, il faut qu'il lotisse. Là. À l'état actuel des choses, c'est l'information que j'ai. OK. Mais il y a une négociation avec la ville en ce moment. C'est ça, on est en processus. Puis les 4 terrains en question, eux autres, ils ont un avis de réserve qui s'échue bientôt. Là. Bon. Quels sont les autres enjeux sur l'île Sainte-Thérèse en ce moment? Je dirais, c'est... Quand j'ai fait mon porte-à-porte, à part la pinette, qu'est-ce qui a sorti beaucoup, ça a été la vitesse. La vitesse sur Baillargeon et dans les petites rues locales, parce que les petites rues, si on prend comme... moindrement, qu'on s'en va l'entour du pavillon Gérard-Morin, là, toutes ces rues-là, là, c'est, je pourrais dire, sont pas larges parce qu'ils résultent, ils ont un historique. L'île Sainte-Thérèse a un historique qui fait que les rues sont vraiment pas larges. Fait qu'il y a vraiment un enjeu de vitesse, autant aussi du côté des Bernaches aussi en même temps. Là, Arthur Rindeau, ça, c'est le coin du pavillon, mais les Bernaches aussi, là, vu que la rue a fait des S, là. Donc, il y a un enjeu de vitesse. Pour régler l'enjeu de vitesse, on a réussi à passer quand même, je pourrais dire, l'enjeu du le 40 km/h dans les rues résidentielles. Fait que ça va venir aider, à tout moins, dans un premier temps. Le deuxième temps, on est actuellement en analyse pour des interventions personnalisées pour chaque configuration de rue pour l'atténuation de la vitesse. Fait que ça, c'est pour les petites rues, mais Baillargeon, et le même raisonnement s'applique pour le secteur Cadevon aussi. Baillargeon, c'est une rue collectrice qui va rester à 50, mais il y a quand même des enjeux de vitesse, même s'il reste à 50, parce que c'est la seule rue qui connecte toutes les rues. Puis du côté de Cadevant, c'est la même chose aussi. Là. Les petites rues, là, les gens aussi se plaignaient de la vitesse. Juste cette semaine, là, j'ai vu dans le Canada français qu'il y a eu un grand excès de vitesse sur Colibri. Là. Il y a quelques jours que j'ai vu ça. Là. Bon, on sait qu'il y a quelques mois, vous avez réglé le problème de la fameuse grande ligne là, qui appartient à Carignan, mais qui est majoritairement utilisée par des gens qui habitent à l'île Sainte-Thérèse. On en est où avec ça? Ah, bien ça, je peux dire, dans la dernière année, s'il y a bien une affaire que je suis fière, c'est bien celle-là. Fait que ça, c'est un dossier, en fait, qui... là, pour l'instant, le chemin de la grande ligne appartient toujours à Carignan parce que de changer la propriété de rue, je pensais que c'était simple, mais c'est pas si simple que ça. Ouais. Fait que ça demeure à Carignan. Où est-ce qu'on en est? C'est que là, il y a eu une entente financière entre la Ville de Saint-Jean, Carignan et les 2 députés, soit M. Lemieux et l'ancien ministre de l'Éducation. Merci. Donc, voilà. Donc, les 4 ont pu faire une entente qui a rallié le conseil de ville. Puis, c'était un dossier qui avait déchiré l'ancien conseil de ville. Ouais. Puis là, actuellement, on a juste fait un job de surfaçage. Ouais. J'avais le mot patchage, de surfaçage. Ouais. Mais ça l'a quand même grandement aidé. Je pourrais dire, quelques demandes ont été faites pour que le dossier aille plus loin. Ouais. Néanmoins, pour l'instant, le surfaçage a quand même été un premier excellent pas. Est-ce qu'il y a encore des terrains à développer? Je regarde tout le secteur Colibri, là, où il y a l'école Trilingue, puis le stade de soccer, puis Imagine et tout ça. Est-ce qu'il y a encore des zones à développement? Bien, ça, c'est le père. Ça, c'était les zones en arrière d'École Vision, puis je pourrais dire, de l'usine d'épuration. Là. Exact. Il y avait un projet qui était visé, mais la CPDAQ n'a jamais donné son accord. Fait que pour l'instant, ça reste agricole. Ça reste agricole. D'autres enjeux qui viennent de la part des citoyens, mis à part des problèmes de vitesse, là, et ceci dit, je pense que tous vos collègues ont aussi ce genre d'appel-là. C'est toujours un peu curieux, d'ailleurs, les gens nous parlent de vitesse, mais en même temps, des fois... C'est là où ils habitent. Oui, c'est souvent eux-mêmes qui roulent très vite, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais mis à part la vitesse, avez-vous d'autres genres d'enjeux ou de plaintes de la part des citoyens? Bien, je pourrais dire, une des demandes qui provient de mon secteur, beaucoup, a été la protection de l'environnement. Beaucoup. Ouais. Puis, ça s'est traduit par la politique de l'arbre.
par toutes nos démarches en politique de l'art. Bon, en même temps, on le sait, on connaît votre passé environnemental au niveau professionnel. Est-ce moi ou j'ai l'impression que vos relations avec le milieu environnemental sont pas toujours simples? Je regarde Mme Baudry, puis les autres personnes de Mères au front. J'ai l'impression que des fois que les relations sont tendues. Est-ce que c'est une perception que j'ai ou c'est pas le grand amour, là? Bien, je pourrais dire tout le monde a un peu sa perception des choses, là. Moi, des fois, la réponse que je suis en mesure de leur donner selon les informations que j'ai, bien, c'est des fois pas la réponse peut-être à la vitesse qu'il aurait voulu. Je pense que c'est surtout un enjeu de vitesse plus qu'un enjeu de personnalité. Pour avoir été moi-même à la place des citoyens, quand on est citoyen, on demande la Lune. On veut que ça aille vite. Là. On demande la Lune, puis on veut que ça aille vite. Puis là, quand on reçoit la Terre pas vite, on est moins content. Fait que je pense que c'est plus ça. C'est un peu comme Stephen Guilbeault, qui était d'un côté à Greenpeace et aujourd'hui ministre de l'Environnement. Donc, vous vivez un peu le même phénomène. Mais quand vous le regardez maintenant d'un œil de conseillère municipale, puis vous regardez la citoyenne qui trouve que ça va pas assez vite, qu'est-ce que vous pouvez faire entre les deux? Bien, qu'est-ce que je peux répondre, c'est que, premièrement, moi-même, je fais de mon mieux. Mais deuxièmement, les équipes au municipal que moi, je vois dans l'interne qui sont très professionnelles et qui se dévouent à leur travail font aussi de leur mieux. Fait que tout le monde fait de son mieux actuellement, puis tout le monde va aller dans la même direction qu'ils veulent. Comme quand ils disent « Ah, ben on veut protéger les derniers espaces verts », bien, on donne toute l'attention requise à ces derniers espaces verts-là actuellement. Fait que tout le monde fait de son mieux actuellement. Bon, là, dans quelques jours, on va divulguer les fameux résultats du sondage pour l'avenir des golfs, mais bon, c'est beaucoup plus large que les golfs. Mais bon, les gens comprennent ce qu'on veut dire. Quelle est votre propre position là-dedans quand vous regardez ce qui se passe? Puis là, on dit, certains de vos collègues qui sont venus ici à l'émission ont dit, oui, on veut bien avoir des parcs naturels et tout ça, mais encore faut-il que le prix soit raisonnable. Quelle est votre vision de l'affaire? Bien, pour l'instant, on a le processus qui est déjà en démarrage sur les golfs. Moi, je travaille avec Marco sur le comité sur les golfs. On peut le voir sur Internet. Pour moi, le plus gros critère actuellement, c'est l'acceptabilité sociale. Puis l'acceptabilité sociale, on va l'avoir notamment, là, aujourd'hui, on est le 29 novembre, puis on va l'avoir en présentant notamment les tendances du sondage qui a été fait. Puis les questions dans le sondage étaient tellement ouvertes qu'on a pu aller chercher l'intelligence collective des Joannais et des Joannaises pour nous donner plein de pistes. Et c'est ça qu'on va présenter le premier. Donc là, pour aller plus loin là-dedans, je pourrais dire, on est actuellement dans ce processus-là. Et est-ce qu'on s'en va à droite? Est-ce qu'on s'en va à gauche? Moi, mon critère, c'est je veux que les gens soient d'accord aujourd'hui et pour le futur avec les décisions qui vont être prises. Fait que par quel moyen, par quelle avenue, je ne le sais pas encore, mais c'est ça mon critère numéro 1. Le principe qui vous guide, c'est l'acceptabilité sociale. Bon. Avec ou sans référendum? Bien, aujourd'hui, le référendum fait partie, en fait, d'un éventail de solutions possibles. Est-ce que c'est la meilleure solution? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est des ateliers de réflexion avec les parties prenantes? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça peut être un autre sondage? Peut-être que oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être un référendum ou pas. Est-ce que ça va être le meilleur outil ou est-ce qu'on va être rendu dans les marges dans le futur? Je ne sais pas aujourd'hui, mais je peux juste dire qu'il fait partie de l'éventail de solutions possibles. C'est une des options examinées en ce moment. Exact. Mais tout part du principe de l'acceptabilité sociale. Donc, il faut qu'il y ait un ensemble de citoyens, que vous sentiez qu'il y a une majorité de citoyens qui est d'accord avec ce que vous voulez faire au juste. Là. Exact. Et quant au prix à payer aussi, parce que c'est ça l'affaire, c'est que est-ce qu'on développe, est-ce qu'on développe pas? Est-ce qu'on protège, est-ce qu'on protège pas? Bien, actuellement, la Ville, en fait, a plusieurs solutions, autant légales que subventionnaires, pour aller dans un sens comme dans l'autre. Mais ça amène des plus puis des moins selon où est-ce qu'on veut aller. Fait qu'il y a quand même plusieurs solutions possibles aussi. C'est pas juste on développe ou on développe pas. Il y a vraiment... Il y a plusieurs options. Là. Jessica Racine-Lehoux, merci beaucoup. Merci. Bonne continuité. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Coach Alex Surprenant, coordonnateur offensif des Stayers de Concordia, est avec nous. On jase de foot. Il est-tu bon, lui? Il est très bon. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo,
C'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. « 12 jours d'action pour contrer la violence faite aux femmes. Et je trouvais la phrase intéressante. « Guérir pour transformer, transformer pour guérir. Déracinons la violence. » On en discute avec Marie-Soleil Chrétien, qui est intervenante communautaire au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. D'où vient cette idée de ces 12 jours d'action? En fait, à la base, ça fait plusieurs années que les 12 jours d'action existent au Québec. À la base, ça commence le 25 novembre avec la Journée internationale qui vise à enrayer les violences faites aux femmes et aux filles. Puis, ça se termine avec le 6 décembre, qui est la journée de commémoration de la tuerie de Polytechnique où 14 femmes ont été assassinées pour être femmes et sortir des standards originales. Là. Bon, et de quelle façon on veut le souligner ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette année? J'ai cru comprendre que vous avez formé un comité. Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis nouvellement arrivée au Centre de femmes du Haut-Richelieu depuis presque un an maintenant. Puis, je trouvais ça important, là, dans le fond, qu'on ait un comité un peu de femmes en action qui vont prendre des actions sur différents thèmes. Là, quand les participantes du centre, quand elles sont à la première rencontre, elles nous ont dit que ce qui les interpellait beaucoup, c'était les violences faites aux femmes. Donc, on s'est mis à travailler sur des projets, en fait, communs. On a écrit une lettre d'opinion, là, une lettre ouverte. On a fait une vitrine aussi au centre pour plus de visibilité pour les femmes et les enfants assassinés cette année. Puis, dans le fond, ce qu'elles m'ont demandé, c'est de faire vraiment une action de visibilité où vraiment on va pouvoir prendre un peu la place dans la sphère publique pour souligner, en fait... elles veulent vraiment souligner puis commémorer les victimes plus que... dénoncer un peu elles veulent dénoncer évidemment les violences, mais vraiment plus en commémorant puis en soulignant les victimes. Les victimes, exactement. Il y a un mot sur lequel j'accroche beaucoup, c'est le mot guérison. Guérison pour transformer la société afin d'éradiquer les violences basées sur le genre. Parlez-nous un peu de ça. En quoi peut-on guérir? En quoi c'est important de guérir? Est-ce qu'on peut vraiment guérir? Je crois personnellement qu'on peut guérir. C'est sûr que les violences basées sur le genre sont beaucoup enlignées sont ancrées dans un système dans notre société qui fait en sorte qu'il y a des rapports de pouvoir qui se créent, il y a une discrimination basée sur le genre, il y a historiquement des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes aussi sont dans plusieurs sphères de la société, que ce soit au niveau économique, social, etc. Donc, pour guérir, il faut aussi changer nos mentalités, changer notre mode de fonctionnement en tant que société, en fait. Il faut la transformer. Donc, transformer pour guérir, c'est là que ça vient. Puis, en transformant, on va pouvoir guérir ensemble, là, parce que les violences... C'est un changement de paradigme. C'est malheureusement ancré dans les cultures, puis pas juste au Canada, un peu partout dans le monde, mais quand on regarde statistiquement, bon, les chiffres le montrent, bon, est-ce qu'il y a des femmes qui tuent leur mari? Ça arrive, mais extrêmement rarement, ou quand ça arrive, souvent des cas de légitime défense. L'inverse, malheureusement, et tout autre, et on l'a vécu même tout récemment ici, là, aux limites de l'Acadie, près du parc des Parulines, avec un autre féminicide. Puis on se dit, mais à quel moment ça va arrêter? Puis à chaque fois même, on se dit, mais comment est-ce possible? Mais c'est ça, il faut prendre ça de front pour dire, bien, si on n'en parle pas, il ne se passera rien non plus. Donc, est-ce qu'on n'a pas l'impression, des fois, d'être un peu, comment je dirais, de ne pas avoir beaucoup de pouvoir là-dessus? C'est sûr que c'est un gros travail, puis ça ne sera pas demain la veille que ça va être fait, évidemment. Mais une des choses aussi, c'est... Je pense que souvent, les violences deviennent un tabou qu'on n'ose pas parler dès un jeune âge, mais pourtant, c'est les violences que les femmes vivent en contexte conjugal, souvent, viennent aussi d'un passé, viennent de les enfants n'apprennent pas c'est quoi une relation saine. Puis en ce moment, on fait des ateliers, justement, dans les écoles pour essayer, parce que si un enfant apprend c'est quoi une relation saine, une relation respectueuse, où le consentement va être respecté, ou c'est quoi rentrer en relation de manière égalitaire, bien,
c'est sûr que ça va faire un adulte qui va être capable, dans un contexte conjugal, d'avoir une relation saine et équitable. La lettre d'opinion qui a été publiée dans le Canada français récemment, qu'est-ce qu'elle disait en résumé? En résumé, dans le fond, c'est un peu je n'en peux plus, dans le fond, des participants du centre qui voient encore là des féminicides arriver. Il y a 14 femmes qui ont été tuées cette année, 6 enfants. Et de voir qu'encore aujourd'hui, avec toutes les mesures, parce que depuis une dizaine d'années, un peu plus même, on parle de violences faites aux femmes de façon plus ouvertement, disons, dans la société. C'est un sujet qui revient. Les 12 jours sont beaucoup médiatisés. Mais finalement, il y a encore des meurtres qui se font. Puis ce qu'elle dit, c'est il faut mettre en place, il faut faire quelque chose là, en tant que société, en tant que le gouvernement. Il faut augmenter le financement, il faut faire en sorte qu'il y ait des ressources. Le Haut-Richelieu, Saint-Jean, on est un trou de service aussi à ce niveau-là. On a la Maison INA qui fait un super beau travail, mais elles sont seules elles sont débordées, elles sont seules dans tout le Haut-Richelieu, de Lacolle à Saint-Grégoire. Elles ont un territoire énorme. Puis, elles n'ont pas plus... elles font leur possible, elles sont limitées. Bien, on a reçu souvent Mme Villeneuve en entrevue ici. Ce qui me fait toujours un peu peur, c'est que quand elle nous dit on a une liste d'attente. Effectivement. Je me dis, mais c'est incroyable. Je veux dire, quelqu'un qui a besoin d'aide, puis là, on ne peut pas l'aider dans l'immédiat, ou malheureusement, on va référer à un organisme, peut-être à Longueuil ou ailleurs, qui a peut-être plus de place que nous, mais... C'est fou, pareil, de dire qu'on a une liste d'attente alors que quand on a besoin d'aide, c'est dans l'immédiat. Là. Exactement. Surtout quand on sait qu'une femme victime de violence, si elle décide de partir, c'est ici maintenant. C'est là que ça se passe là. C'est là, parce que sinon, c'est facile. En moyenne, une femme peut revenir jusqu'à 7 fois avec son conjoint violent pour plein de raisons, pour garder la sécurité, pour se protéger, etc., pour des raisons financières. Fait que si là, la porte est un petit peu ouverte, il faut la prendre, mais s'il y a des listes d'attente, bien, on en perd, malheureusement. Qui siège sur le comité Femmes en action? En fait, le comité est vraiment... c'est autonome. Dans le fond, c'est des participantes, c'est des membres du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Puis moi, je suis vraiment là en soutien logistique. Pour les aider. Mais c'est vraiment des femmes, des citoyennes de Saint-Jean et des municipalités autour. Bon, ça, j'ai vu les quelques photos des vitrines du Centre de femmes, là, qui est au petit centre d'achat d'Orchester, pas loin de l'ancienne église Saint-Gérard. Donc, vous avez mis le petit ruban qu'on voit, le petit ruban blanc que vous avez sur le macaron. D'ailleurs, on voit quelques personnalités qui le portent ces jours-ci. Donc, ça fait partie des fameuses actions que vous posez, donc les vitrines, la lettre dans le journal. Bon, ici, on se voit aujourd'hui. Et tout ça va culminer, donc, ultimement, jusqu'au 6 décembre, qui était la date, évidemment, de la tuerie de Polytechnique. Donc, qu'est-ce qui reste à faire là, dans les prochains jours? Bien, là, dans les prochains jours, c'est sûr que nous, on fait des ateliers de sensibilisation dans les écoles, etc., pour aller parler de relations saines. Mais le moment culminant, dans le fond, des 12 jours à Saint-Jean, ça va vraiment être le 4 décembre à partir de 13h30. On se rejoint au parc Félix-Gabriel-Chartrand, en arrière du Palais de Marchand, en arrière du Palais de Justice. Puis, le comité Femmes en action et la Maison INA. Donc, c'est une collaboration. C'est une action qu'on fait en concertation avec la Maison INA. C'est vraiment une action de visibilité, mais vraiment dans une logique de commémoration. Donc, on veut commémorer les 14 femmes et les 6 enfants assassinés cette année, ainsi que les 14 femmes de Polytechnique assassinées il y a maintenant 33 ans. Est-ce que le public est invité? Évidemment, toute personne est invitée. Puis, enfants aussi, tu sais, moi, je vais emmener ma petite fille, puis je pense que c'est important aussi que les enfants soient sensibilisés à ça. Tout le monde est invité, tout le monde est le bienvenu, puis plus qu'on va être, plus que ça va nous donner une force aussi à toutes, en fait. Donc, on le répète, donc c'est dimanche, donc ce dimanche, 4 décembre, 13h30 au parc Félix-Gabriel-Marchand, à l'arrière du Palais de justice. Donc, collaboration avec Maison INA et Centre de femmes, donc pour commémorer. Puis en même temps, bien, forcément, oui, dénoncer les violences, parce que c'est un peu ça. Je comprends qu'on est aussi dans un esprit de guérison. On veut penser aux victimes, mais en même temps, il faut changer les mœurs et la culture pour que ça tende à diminuer. On sait qu'il n'y a pas de baguette magique, malheureusement, et que, oui, en 2023, il va sûrement en avoir. C'est triste de dire ça, mais on le sait qu'il va en avoir. Oui. Mais il faut qu'il y en ait de moins en moins. Oui.
Oui, puis tu sais, oui, c'est commémoré, effectivement, puis c'est sûr que c'est l'accent est là-dessus, mais de facto, en faisant une action de visibilité comme ça, on va sensibiliser, on va faire de la prévention, tu sais, on va... Notre but, c'est pas seulement de faire quelque chose entre nous, mais tu sais, on va aller parler aux passants, puis on veut vraiment rendre compte de cette problématique-là pour que tout le monde... Parce que si chaque personne, que ce soit vous qui voyez votre ami avoir un comportement problématique violent avec sa conjointe ou des remarques, bien, si vous faites juste une petite remarque, « Hey, peut-être que c'était juste pour sonner une cloche, là, que votre sœur, etc., bien, c'est là que... C'est de la bienveillance, là. Exactement. Bien, c'est ensemble comme ça qu'on va aussi pouvoir transformer. Chacun fait des petits gestes comme ça. C'est un devoir de citoyen. Donc, quand on est témoin de quelque chose qui cloche un peu, ben soit qu'on dénonce ou que, bref, on fait une intervention, mais... C'est très facile de se fermer les yeux, de tourner la tête et de ne pas s'en mêler, évidemment. T'sais. Oui, puis c'est aussi très important, puis là, je vais beaucoup axer là-dessus, mais de faire entendre et faire sentir aux victimes qu'on est là puis qu'on les juge pas. Parce que souvent, en tant que victime, on dénonce pas parce on a peur d'être jugé ou d'être rejeté, surtout si on finit par revenir avec le conjoint pour X raisons. Ouais. Fait que ça, c'est important aussi en tant que citoyen, citoyenne, là, de faire sentir qu'on les entend puis qu'on va être là, peu importe la situation. Donc, transformons la société un jour à la fois. Guérir pour transformer, transformer pour guérir, déracinons la violence. Donc, ces 12 journées d'action pour contrer la violence faite aux femmes qui ont commencé donc le 25 novembre dernier. Dimanche 3 décembre, 13h30, en arrière du Palais de justice. Donc, cette journée de commémoration. Puis, entre-temps, bien, si vous avez des petits rubans blancs, vous pouvez bien sûr les afficher. Puis peut-être parler à vos enfants, parler à vos amis, parce que c'est un peu ça, c'est d'amorcer une conversation pour faire changer les choses dans la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Coach Alex Surprenant, coordonnateur offensif des Stayers de Concordia, est avec nous. On jase de foot. Il est-tu bon, lui? Il est très bon. Manquez pas ça. Réserver une nuitée et obtenir 100 $ pour dépenser. Il y a une dizaine d'hôtels ou d'hébergements en Montérégie qui participent à ce programme-là ces semaines-ci. Donc, ça peut être une belle occasion, des fois, de découvrir la Montérégie avec ce petit forfait et avoir un petit 100 $ pour dépenser. À demain. Bye-bye.